Les Vases du Cey, tome 3, l'Italie pour le meilleur et pour le pire, suite. Vendredi 21 juin 2002. Éléonore était au studio de danse depuis le début de l'après-midi. Depuis le début du mois, elle y passait beaucoup de temps avec Steph et Claudia pour répéter les différentes parties de la chorégraphie sur I'm Alive. Les ados des différents cours étaient enthousiastes et avaient intégré les différentes phrases de la chorégraphie rapidement, même s'il y avait encore des imperfections. Il fallait maintenant orchestrer l'ensemble avec tous les élèves. François l'avait rejointe à 18h avec Lisa. Ils avaient répété tous les deux certaines de leurs chorégraphies préférées pendant 3/4 d'heure. Mais ensuite, Éléonore devait rejoindre Claudia et Steph pour une répétition avec tous les élèves devant danser sur I'm Alive. François s'occupa de Lisa pendant ce temps, tout en admirant sa femme démontrer encore et encore les mouvements de la chorégraphie. Son téléphone vint interrompre sa contemplation. Il reconnut tout de suite le numéro, 10 chiffres qui lui avaient redonné la joie de vivre quand il désespérait de retrouver la femme de sa vie. Il décrocha et sortit de la salle avec Lisa. « Bonsoir Dominique. »« Salut François. Désolée d'appeler si tard, mais je suis à Rouen et je me demandais si je pouvais passer vous voir. J'ai toujours le film que je vous avais promis. Je sais que j'ai un peu traîné, mais j'ai été très pris ces derniers temps. » « Pas de problème, je comprends. En revanche, nous ne sommes pas chez nous pour l'instant. Nous sommes au studio de danse pour des répétitions. Tu peux nous y rejoindre. Je te donne l'adresse. » François lui donna le nom et l'adresse du studio. « Je vois où c'est, dit Dominique. Je serai là d'ici une 20aine de minutes. Je t'attendrai devant le studio. » Dès qu'il arriva, François l'emmena jusqu'à la salle de répétition. Dominique n'avait pas l'habitude du milieu de la danse. Quand il vit Éléonore danser avec les élèves, il resta bouche bée. De plus, les élèves qui participaient à cette chorégraphie étaient des avancés, que ce soit en classique, en contemporain ou en jazz. Et Éléonore était capable de tout faire, enchaînant sauts, grands jetés, pirouettes en tout genre. L'ensemble commençait à prendre forme. À 20h, Éléonore interrompit la répétition et rappela les consignes pour la prochaine. Elle avait collecté les mensurations de chaque danseuse et danseur pour les costumes. Il leur serait remis à la prochaine séance pour un filage. La jeune femme n'avait pas encore vu Dominique. Quand elle le vit, elle lui sauta au cou, puis elle se reprit et le présenta. « Steph, Claudia, je vous présente Dominique, l'homme qui m'a aidé lorsque j'ai réussi à m'évader à Skopelos. Dominique, je te présente Claudia, ma belle-sœur, et voici Steph, mon meilleur ami et aussi mon grand frère, avec qui j'ai grandi. Nous avons fait partie de la même compagnie avec Thomas, le frère de Claudia. »« Enchanté, dit le nouveau venu aux deux danseurs. »« Tu dînes avec nous ?» demanda Éléonore à Dominique. « Steph et Claudia viennent aussi, et Louis, le frère de François, va nous rejoindre, puis d'autres personnes que je te présenterai le moment venu. »« Ok, dit Dominique. » Les discussions étaient très animées. Le groupe de départ s'était agrandi avec Sarah et Max, puis Gabriella et Laurent. « Tu vois ici la fratrie Vasse presque au complet, » annonça Éléonore à leur invité de dernière minute. « Il nous manque les Écossais et Sophie, ainsi que Thomas, éditeur. Nous sommes souvent ensemble dès qu'on le peut. J'avoue que je n'ai pas l'habitude d'être dans une famille aussi nombreuse. Je n'ai que ma mère et elle-même est issue de l'assistance publique. » Steph vint les interrompre. Dominique, je tiens vraiment à te remercier d'avoir aidé ma plus grande copine et ma petite sœur. Je t'en serai éternellement reconnaissant. C'était tellement naturel. Éléonore les laissa discuter et retourna auprès de François et de ses autres invités. Elle avait préparé un buffet d'antipasti. Chacun piochait à sa guise. Sarah se rapprocha de sa meilleure amie. « Alors, Élie, ça y est, tu as vu ta gynéco ?»« Oui, c'est fait. Exit le stérilet. Maintenant, nous allons œuvrer sérieusement pour faire notre deuxième bébé. »« Et crois-moi, Sarah, nous y travaillons très sérieusement, » les interrompit François en enlaçant sa femme. « Ça, je n'en doute pas, mes lapinous. Vous connaissant, Éléonore ne devrait pas tarder à être enceinte. D'autres projets dans les cartons ? » « Oui, j'ai l'intention de passer le concours pour l'IFCS.
l'année prochaine ou l'année suivante, selon ma grossesse. Je me doutais que tu ferais ça un jour. J'imagine que tu veux devenir formatrice? Tout à fait. Mais connaissant la politique du CHU, il va sûrement falloir que je fasse fonction de cadre avant. Donc je parierais plus pour 2004 que 2003. Ça me paraît en effet plus probable, admit Sarah. François les avait laissées poursuivre toutes les deux, et au bout d'un moment, il demanda le silence pour faire une annonce. Si vous le voulez bien, nous allons avoir une petite séance cinéma. Dominique a eu la gentillesse de nous ramener le film qu'il a réalisé pour nous à Skopelos. Nous n'avons parlé à personne de ce que nous avons fait là-bas, mais vous allez le découvrir ce soir. Dominique, c'est à toi. Dominique lança le film qu'il avait réalisé et monté. Les invités du couple eurent la surprise de découvrir Éléonore de nouveau dans sa robe de mariée, avec l'amour de sa vie, dans le hall de l'hôtel, puis dans cette église perchée sur un promontoire de Skopelos. Ils les entendirent avec émotion renouveler leurs vœux en français, puis en italien avec la bénédiction d'un pope en grec. Les prises de vue étaient sublimes. Éléonore et François semblaient seuls au monde, éperdument amoureux comme au premier jour, sur ce promontoire avec un magnifique panorama sur la mer Égée. Ce que n'avait pas imaginé le couple, c'est que Dominique avait continué à les filmer à l'arrivée à l'hôtel avec le buffet grec et tout ce qui avait suivi, sirtaki, danse et cassage d'assiettes, en présence de tout le personnel et des clients de l'hôtel. François serrait Éléonore contre lui, comme à son habitude en regardant les images. À la fin du film, les membres de la famille présents et les amis les regardèrent étonnés. « Comment avez-vous organisé tout ça » demanda Max. « Nous n'avons en fait rien organisé, dit François. Lorsque j'ai préparé la valise pour rejoindre Éléonore à Skopelos, j'ai mis la robe de mariée dedans, parce qu'elle le fait systématiquement lorsque nous partons en voyage. Lorsqu'elle a ouvert la valise et qu'elle l'a vue, son émotion m'a donné l'idée de renouveler nos vœux. Nous avons juste recherché une église sur l'île. Nous envisagions d'échanger nos vœux rien que tous les deux. Lorsque nous avons découvert cette église, le prêtre était présent, et il a accepté de bénir notre renouvellement de vœux quand François lui expliquait notre histoire, ajouta Éléonore. Il nous a demandé de revenir le lendemain. C'est tout ce que nous avons fait. Quand nous en avons parlé à Dominique, il a proposé de nous suivre pour filmer la cérémonie. Néanmoins, le jeune médecin dut avouer qu'il avait dû ruser pour une chose. Pour renouveler nos vœux, il fallait que je trouve de nouvelles alliances. Là, c'est Dominique qui est allé dans une des 2 bijouteries de Skopelos. Je lui avais glissé en douce mon alliance et la bague du Cey pour les tailles. Il a même réussi à les faire graver. « Cachotier » lui murmura Éléonore en l'embrassant. « C'est vrai que sur le film, on vous voit échanger des alliances, dit Sarah. Maintenant que j'y repense, vous les avez mis à la main droite. » Oui, en Grèce, l'alliance se porte à la main droite, dit Éléonore. « Faites voir » redemanda Sarah. Ils durent s'exécuter pour que la jeune femme puisse constater qu'ils portaient tous les deux une alliance à chaque main. Tout ce qui s'est passé à notre retour a été préparé à notre insu par le personnel de l'hôtel, uniquement parce qu'il avait vu Éléonore en robe de mariée et appris de Dominique que nous allions renouveler nos vœux, précisa François. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas fait les choses à moitié, dit Max. Puisque j'ai la parole, à mon tour d'annoncer quelque chose. Sarah et moi vous convions à notre mariage le 23 novembre prochain, ici à Rouen, et nous ferons la fête dans un manoir à Saint-Pierre-du-Vauvray, à une 20aine de kilomètres d'ici pour ceux qui ne connaissent pas. Et pour ça, nous avons besoin de témoins, dit Sarah. Élie, est-ce que tu veux être mon témoin? Et toi, François, le mien, ajouta Max. Le couple répondit avec un bel ensemble, avec joie, avant de serrer les futurs mariés dans leurs bras. Tout le monde félicita le couple qui s'était enfin décidé à officialiser leur union qui durait depuis 1999. « Eh bien, puisqu'on parle de mariage, dit Louis en enlaçant Claudia, nous aussi avons décidé de nous marier, mais l'année prochaine, en avril. Alors s'il te plaît, Élie, si vous faites un bébé, évite d'accoucher à ce moment-là. Alors dis-moi si ce sera début ou fin avril, pour réduire notre période d'abstinence en juillet, répondit Éléonore.
Plutôt fin avril, répondit Claudia. Éléonore et François Vas s'abstinant, j'hallucine, fit Louis Hillard. Et tu as raison, frérot. Hors de question d'être abstinent, s'exclama François. Mon amour, tu es tombé sur la tête. Préservatif si tu veux, mais abstinence, non. Impossible pour des lapinous. C'est vrai, chérie, notre réputation en dépend, dit-elle en l'embrassant. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, si on les laissait tous un petit moment, je suis en pleine ovulation, c'est le moment. Si on fait ce bébé maintenant, j'aurai accouché à temps. Alors on y va. Mais ils se foutent de nous, là, s'écria Louis. Juste un peu, répliqua François, mort de rire. Ceci dit, la proposition de ma femme adorée me tente énormément. Mais, comme nous avons un peu de savoir-vivre, nous allons rester avec vous. Oui, et je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est la fête de la musique, dit Éléonore. Si on fêtait toutes ces bonnes nouvelles en musique. Excellente idée, dit Louis. Le Benjamin des Vasses sortit sa guitare, et François se mit au piano. Sarah et Éléonore avaient couché les bébés depuis un moment. Elles fermèrent les fenêtres pour ne pas gêner le voisinage, et heureusement l'appartement était bien insonorisé. Il y eut des chansons françaises, italiennes, allemandes comme 99 Luftballons ou Wunder geschehen de Nena, que Claudia chanta avec Éléonore, qui seule en connaissait les paroles. Pour le second de ces deux titres en allemand, la jeune infirmière prit sa guitare, car Louis ne la connaissait pas. Et cette chanson évoquant la résilience fut une découverte pour le groupe. La plupart ne parlant pas allemand, Claudia leur traduisit et les paroles trouvèrent un écho en François. Dominique était étonné par cette ambiance à laquelle il n'était pas habitué. Dans la famille Vasse, la musique tient une bonne place, tout au moins chez François et Louis. Il faut voir quand tout le monde est réuni. Quand il y a ces deux-là, dit Steph en montrant François et son Benjamin. Dieter, le beau-frère de Claudia au violon, Éléonore qui chante, ainsi que Lindsay, sa belle-sœur écossaise, tout le monde est sous le charme. Si tu y ajoutes les danseurs, Élie, François, Thomas, Claudia et moi, la boucle est bouclée. Mais celle qui mène la danse, c'est Élie. Pour elle, François s'est remis au piano et a appris à danser. Et toi, comment tu les as connus? Mes parents louaient à l'appartement appartenant aux parents d'Élie. Nous habitions au 2e et eux occupaient le rez-de-chaussée. On s'est connus tout gamin. J'avais 7 ans et elle 6. Nous sommes devenus copains, inséparables. Quand elle a commencé la danse, je l'ai suivie. Nous sommes allés au conservatoire, nous avons fait partie de la même compagnie. Nos chemins se sont séparés quand elle est partie aux States après avoir gagné des concours nationaux et internationaux et après avoir fait la tournée de Mylène Farmer. Ah oui, quand même. Oh, ça, ce n'est rien. Elle a aussi dansé avec Tina. Tu veux dire Tina Turner? Oui, et elles sont restées amies. Aux États-Unis, elle a intégré une grande compagnie de danse et a passé pas mal d'auditions. Elle a été retenue pour faire partie des danseurs de Prince. Elle a fait sa tournée en 92 au Japon, en Australie et en Europe. Elle a aussi dansé avec Michael. Michael Jackson? Oui. Elle a aussi dansé dans des clips de Prince, The NXS de Take That, dans le film Dancing Machine avec Delon. Ah, j'oubliais, elle a aussi été mannequin pendant ses études. Tu m'étonnes, une nana pareille. Oh, toi, tu craques pour elle. Non, je sais reconnaître la beauté quand je la vois. Je ne m'intéresse pas aux femmes. Je préfère les mecs, je suis gay. Ah bon, dit Steph. Et je sais que tu l'es aussi, comme Thomas éditeur. Ellie m'a parlé de vous tous. Éléonore les regardait et discutait depuis un moment. Steph croisa son regard et lui fit les gros yeux, lui faisant comprendre qu'il aurait un compte à régler. Elle se mit à rire, ce qui attira l'attention de François, qui vint l'enlacer et lui demanda ce qui l'amusait tant. Elle lui montra Steph et Dominique déjà repartis dans leur discussion. Et alors? Steph m'a fait les gros yeux. Sans doute parce que j'ai dit à Dominique qu'il était gay. Mon amour, tu vas devoir me protéger. Il va vouloir se venger, répondit-elle avec un grand sourire. Je te couvrirai de mon corps s'il le faut, dit-il en l'embrassant. Jeudi 18 juillet 2002. Depuis le premier jour de l'été, où Éléonore et François avaient appris le mariage de leurs plus proches amis, le temps avait filé à une vitesse phénoménale.
Il y avait d'abord eu le spectacle de fin d'année du studio de danse qui avait eu lieu à l'Opéra de Rouen. Le solo d'Éléonore et sa chorégraphie intercours avaient eu un franc succès. La fratrie Vasse s'était ensuite retrouvée à Ischia début juillet, pendant une semaine avant que chaque couple aille vers une destination différente. Nonna avait trouvé Lisa bien changée. Elle avait bien sûr grandi, mais était surtout une vraie pipelette. Elle était dans la période du non, mais restait assez facile à vivre. Adorait les livres d'images et les histoires. De plus, elle mangeait seule, non sans en mettre partout. Matteo s'était senti un peu mal à l'aise au début face à Éléonore. Gianmarco était son ami d'enfance et il avait eu du mal à croire qu'il ait pu s'en prendre à la femme de son cousin. Il lui avait bien fallu se rendre à l'évidence. Éléonore avait su le rassurer. Elle ne lui en voulait pas, mais elle lui avoua qu'elle avait vécu un enfer. D'ailleurs, François n'avait pas caché à son cousin le traumatisme subi et ses conséquences sur leur vie, la thérapie que la femme de sa vie avait dû suivre. Le plus difficile avait été avec Paolo, car il était quasi impossible de se balader dans Sant'Angelo sans croiser le maire du village qui, lui, s'en voulait de n'avoir pas fait le lien entre la jeune femme blonde que son frère aimait et Éléonore. Là encore, il avait fallu déculpabiliser Paolo, qui ne pouvait être tenu pour responsable de l'obsession maladive que son frère avait développée. Le maire de Sant'Angelo se rendait dès qu'il le pouvait en France pour les parloirs ordinaires qu'il réussissait à obtenir. La demande de rapprochement n'avait pas abouti et finalement un transfèrement sur Nice ou Marseille ne l'aurait pas avancé à grand-chose, alors que les vols Naples-Paris étaient plus nombreux et moins onéreux. Pendant la semaine, François et Éléonore avaient repris leur concert du soir et la danse avait repris ses droits autour de la piscine. François ne pouvant s'occuper de 2 danseuses, il avait bien fallu que Louis s'y mette, avec toutefois moins d'enthousiasme et de réussite que son aîné, qui avait atteint un très bon niveau. La semaine suivante, Éléonore et François avaient migré vers la Corse du Sud, en amoureux avec Lisa. Éléonore connaissait l'île comme sa poche et avait choisi de passer une semaine à proximité de sa plage préférée, la plage de Palombagia. Elle fit visiter à François des sites préhistoriques comme ceux de Tapa et de Castello d'Aragiu, ainsi que ceux de Cucuruzzu et Capula. Le jeune médecin n'échappa pas aux aiguilles de Bavella et à la balade du col jusqu'au trou de la bombe. Tous ces endroits, sauf le Castello d'Aragiu, leur permettaient d'être à l'ombre aux heures les plus chaudes. Ils profitaient donc de la plage avant 11 heures le matin et après 17 heures l'après-midi. Le rythme des petites randonnées de quelques kilomètres leur convenait, car il fallait porter Lisa, avec le porte-bébé de randonnée pour l'un et le sac à dos pour l'autre. Mais ils étaient aguerris tous les deux. Éléonore emmena ses 2 amours à Porto Vecchio pour une courte visite, mais surtout à Boniface, avec une journée sur les îles Lavezzi. La seconde semaine en Corse, ils la passèrent dans un hôtel en front de mer avec piscine, en dehors d'Ajaccio, sur la route des Sanguinaires. Éléonore fit découvrir à François une de ses plages préférées, surtout fréquentée par les insulaires, à Capo di Feno, mais aussi Carghese, et ces 2 églises se faisant face, l'une catholique, l'autre orthodoxe. Ils firent juste une petite randonnée à Vizzavone. Ils se baladèrent aussi dans Ajaccio. Éléonore avait réservé le jeudi pour cette visite dans la ville natale de Napoléon. François s'était un peu étonné que sa femme insiste pour y aller précisément ce jour-là. Quand elle l'emmena place Foch un peu avant 19 heures, il y avait déjà foule et le médecin se demanda pourquoi. Il eut la réponse lorsqu'il vit arriver des hommes portant des uniformes de soldats de l'Empire. Éléonore lui expliqua alors que chaque jeudi, l'été, avait lieu la relève de la garde avec les chasseurs à pied de la garde impériale. Durant 45 minutes, il fut replongé au cœur des fastes de l'Empire, à travers la relève, la revue des troupes par un maréchal d'Empire et la marche au tambour avant des tirs au fusil en point d'orgue. Ce spectacle est possible grâce à une association ajaxienne de reconstitution militaire napoléonienne, le 2e régiment de chasseurs à pied, composé d'une 20aine de figurants, lui raconta la jeune femme alors qu'il se rendait au restaurant pour dîner. Et au moment du 15 août, jour anniversaire de la naissance de l'empereur, depuis 7 ou 8 ans, différentes associations font revivre l'épopée napoléonienne.
La ville d'Ajaccio organise généralement 3 jours de festivités gratuites avec de la musique, des danses de l'époque, des manœuvres militaires, position d'uniformes, de matériel du service de santé de la Grande Armée et des conférences. Et lors de ces journées, la revue des troupes est réalisée non par un maréchal d'Empire, mais par l'empereur lui-même. Ils ont recréé un service de santé de la Grande Armée, s'étonna François. Oui, carrément. Cette association a été créée en 1998 pour maintenir vivace le devoir de mémoire envers les anciens du service de santé des armées en reconstituant la première unité qui est intervenue sur un champ de bataille, c'est-à-dire les 5 et 6 juillet 1809 à Wagram. Larrey, Desgenettes, Parmentier, Percy et d'autres ont œuvré sur les champs de bataille pour porter secours aux blessés. Il faut dire que si le service de santé des armées a été créé sous Louis XIV, il s'est vraiment structuré avec un réseau d'ambulances de campagne, c'est-à-dire des centres de soins pendant les guerres napoléoniennes. Ce sont ces années de guerre qui ont permis à la chirurgie de se développer à une vitesse phénoménale. C'est vrai que Larrey est considéré comme le père de la médecine d'urgence, constata François. Oui, et Desgenettes, un Normand, a beaucoup œuvré pour la réorganisation des hôpitaux, pendant que Parmentier s'occupait de l'organisation pharmaceutique. Il était aussi agronome et nutritionniste, d'ailleurs il est plus connu pour ça. On a surtout retenu de lui l'introduction de la pomme de terre en oubliant qu'il était pharmacien. C'est vrai. En revanche, le nom de Percy est bien connu à cause de l'hôpital militaire de Clamart. C'était un sacré chirurgien avec ses travaux sur les bistouris, la cautérisation et surtout, il a été le premier à s'opposer aux amputations systématiques dès qu'un membre était sérieusement atteint. En parlant d'amputation abusive, je te revois encore attraper Castin par le col de sa blouse pour le virer de la chambre de ce patient qu'il voulait amputer sans envisager une autre solution. Je ne t'ai jamais vue aussi furieuse que ce jour-là. Si c'était à refaire, je recommencerais. Son manque d'égard vis-à-vis du patient m'avait ulcéré. Qui plus est, j'étais à fleur de peau après ce que tu venais de me dire. Je ne m'en rappelle que trop, répondit François tristement. Quand Castin est arrivé dans mon bureau et qu'il m'a demandé si tu étais ma dernière conquête, je lui ai répondu que tu n'étais qu'une amie avec laquelle je m'entendais bien, et j'ai réalisé que je venais de faire une belle connerie en entendant sa réaction. C'est-à-dire, il m'a dit, texto, une amie avec laquelle tu t'entends si bien qu'elle est sortie de ton bureau en larmes. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. Je lui avais laissé le champ libre et je risquais de te perdre. J'étais fou amoureux et je venais de tout gâcher. Finalement, tout ce qui t'est arrivé après est de ma faute. François serra alors la jeune femme convulsivement entre ses bras. Ce souvenir pénible l'avait fait pâlir brusquement. Le corps d'Éléonore se serra en le voyant si désemparé. « Mon amour, ce qui est arrivé n'est pas ta faute. Castin m'avait repéré. Libre ou pas, il m'aurait dragué et je l'aurais repoussé de la même façon, parce que même si tu prétendais ne vouloir être qu'un ami, j'étais amoureuse de toi. Tu m'as sauvée au contraire, puisque comme tu l'as dit, tu nous épiais. Tu as pu intervenir à temps par 2 fois. Sinon, il m'aurait violée comme ses autres victimes. Tu es merveilleuse, mon amour. Tu ne peux imaginer à quel point je t'aime. Alors embrasse-moi. Et ce soir, faisons ce 2e bébé dont nous avons envie tous les 2. Lisa s'était rendormie dans la poussette quand ils atteignirent la rue des Glacis où se trouvait le restaurant dans lequel ils avaient réservé. Ils y dégustèrent la fameuse langouste aux spaghettis de Jean-Jean avec un vin blanc de Patrimonio. Ils rentrèrent ensuite tranquillement à pied, profitant de la température agréable du début de nuit. Il faisait encore 23 degrés. Leur plus grande journée fut celle où ils allèrent en excursion en bateau vers les calanques de Piana et la réserve de Scandola, avec une pause déjeuner à Girolata. Le bateau sur lequel ils avaient réservé n'accueillait qu'une 12aine de personnes et sa taille lui permettait de se faufiler dans les grottes marines des Calanques et du Caporosso. Ils purent même faire un arrêt baignade dans les eaux turquoises de la réserve de Scandola. Des dauphins s'invitèrent même pendant leur balade pour la plus grande joie de Lisa. Mais ils passèrent surtout pas mal de temps à se reposer et à profiter de la sieste de Lisa lorsqu'ils n'étaient pas en promenade, pour se glisser sous les draps et faire tout leur possible pour faire leur 2e bébé, une tâche qu'ils accomplissaient avec beaucoup d'ardeur. Vendredi 18 octobre 2002.
Ils avaient repris tous les deux le travail le 29 juillet, sous des températures qui approchaient allègrement les 30 degrés. La transition avec la Corse ne fut donc pas trop ardue. Mais dès le lendemain, elles avaient dégringolé. En période estivale, les gardes se multipliaient pour François. Il n'était question de RTT ni pour l'un ni pour l'autre. Ils mettaient toutefois à profit le moindre jour de repos ensemble. Ils avaient tous les deux travaillé au 15 août et le week-end qui le suivait, et avaient donc fait une courte escapade à Honfleur le 16, leur seul jour de repos. Par chance, le beau temps leur permit de profiter de la plage avec Lisa, sous des températures dépassant les 25 degrés. Le reste de leur temps était consacré aux balades sur les quais de Seine, avec une incursion de temps en temps sur la côte Sainte-Catherine. Fin septembre, Éléonore avait embrayé pour un mois de nuit. Ils jouaient donc à cache-cache. Difficile de faire un bébé dans ces conditions. Ce 18 octobre, jour de l'anniversaire de François, Éléonore venait de terminer sa dernière nuit. Elle entra sans bruit dans la chambre et regarda vers le lit où François dormait. Il s'était laissé amadouer et Lisa dormait près de lui. Elle sourit en les contemplant tous les deux. « C'est toi, Éléonore » demanda François d'une voix ensommeillée. « C'est déjà le matin ?»« Oui, mais il n'est que 6h30, dit-elle en prenant dans ses bras l'enfant blonde endormie pour la remettre dans son lit. Elle l'aborda et déposa un baiser sur sa joue, puis revint dans la chambre conjugale où l'attendait François. Il était réveillé, appuyé sur un coude. Elle lui sourit, sensuelle, et se déshabilla, puis se glissa à côté de lui. La place laissée par sa fille était encore chaude. Elle se serra contre lui et le gratifia d'un long baiser. « Normalement, il suffit que je fasse ça pour que tu aies envie de moi, » dit-elle dans un souffle. La réaction de François ne se fit pas attendre. « C'est toujours vrai, » dit-il d'une voix rauque. Les nuits avaient été longues et solitaires pour lui. Il la prit dans ses bras avec passion, baisa sa bouche, son cou, puis son corps avec ardeur. Elle était tout aussi pleine de désir, aussi ardente, et éprouvait un besoin presque désespéré de sentir son corps. Il l'embrassa de nouveau, lentement, explora sa bouche avec sa langue, puis son cou, se pencha sur l'un de ses seins, en prit le bout dans sa bouche. Des vagues de plaisir parcoururent Éléonore. Cela faisait longtemps qu'ils n'avaient pas trouvé le temps de faire l'amour. Longtemps était une notion très relative pour eux. Une semaine sans câlin leur semblait déjà une éternité. Il suça le mamelon, puis l'autre, lui caressa les seins. Elle éprouvait des sensations jusqu'au tréfonds d'elle-même, à l'endroit qui brûlait d'envie de lui. Il posa la main sur son ventre et le caressa doucement. Quand il posa la main sur la toison de son pubis, puis passa un doigt dans le haut de la fente et commença un lent mouvement circulaire, elle eut l'impression de fondre dans un océan de plaisir. Lorsqu'il atteignit l'endroit le plus sensible, des frissons la parcoururent, elle gémit et cambra le dos. Il descendit plus bas, trouva à l'entrée de sa fente chaude et humide, et introduisit son doigt. Elle écarta les jambes pour lui faciliter l'accès. Il vint se placer entre elles, se baissa et goûta au fruit tant désiré. C'était le goût qu'il connaissait, le goût d'Éléonore qu'il aimait. Des deux mains, il ouvrit les lèvres roses et la lécha avec sa langue chaude. Explora sa fente et ses replis jusqu'à trouver le bouton qui s'était durci un peu. Chacun de ces mouvements était pour elle un embrasement délicieux à mesure que le désir croissait en elle. Elle n'avait plus conscience de rien, hormis de François et de la marée montante du plaisir qu'il lui donnait. Son membre viril glorieusement dressé aspirait à la délivrance. Le souffle d'Éléonore s'accéléra, chaque respiration accompagnée d'un gémissement. Puis elle atteignit un sommet et se sentit débordée. Il sentit sa chaleur humide, se recula et la pénétra. Elle était prête et se cambra pour mieux le prendre en elle. En sentant son membre glisser dans son vagin chaud et accueillant, il gémit de plaisir. Cela faisait si longtemps. Elle s'ouvrit entièrement et une fois encore, il s'étonna de constater à quel point il s'accordait bien. Il connaissait les délices suprêmes en s'abîmant en elle, encore et encore. Elle se donnait à lui,
jouissait des sensations qu'il lui procurait. Soudain, presque trop tôt, elle sentit le plaisir monter. Il s'intensifia, puis les emporta en une décharge volcanique. Ensuite, ils se reposèrent, mais leur violent désir mutuel n'était pas tout à fait apaisé. Ils s'aimèrent encore, langoureusement, en prolongeant chaque toucher, chaque caresse, jusqu'au moment où, ne pouvant plus se retenir, ils se laissèrent déborder par une nouvelle explosion d'énergie. Avant de s'endormir à côté de François sous les draps, Éléonore vit un rai de lumière matinale filtrer à travers les volets. Elle était plus que comblée, elle se sentait rassasiée. Elle regarda François. Il avait les yeux clos, un sourire béat éclairait son visage. « Bon anniversaire, mon amour, lui murmura-t-elle. Je viens d'avoir le plus beau cadeau qui soit en l'attirant à lui, afin qu'elle niche sa tête au creux de son cou. Elle ferma les yeux, elle aussi. Avant de plonger dans le sommeil, elle essaya de se remémorer à quand remontaient ses dernières règles. Ce devait être le 4. Si c'était bien ça, elle était en pleine ovulation. Elle sourit, ferma les yeux et se détendit à nouveau, puis sombra dans un sommeil bienheureux.